Alors, je suis enseignant à l'école des études en sciences sociales à Paris, en France, et je suis directeur adjoint du CLEO, le Centre pour l'édition électronique ouverte. C'est une unité, c'est une équipe qui est investie dans l'édition électronique en sciences humaines et sociales, et donc dans les Digital Humanities. Et nous proposons aux communautés de recherche en sciences humaines et sociales 3 plateformes. Une première qui s'appelle Revue.org, c'est une plateforme de publication en libre accès de revues et de collections de livres en sciences humaines et sociales. Une deuxième qui s'appelle Calenda, qui est un agenda des sciences sociales, où les organisateurs d'événements peuvent publier leurs événements scientifiques, les programmes de leurs événements scientifiques. Et une troisième qui est un peu la petite dernière de nos 3 plateformes que nous avons créées en 2008. Et c'est une plateforme de blog pour les chercheurs, les équipes de recherche et toutes les personnes qui sont investies dans la recherche en sciences humaines et sociales, et son nom est hypothèse.org. Et l'ensemble de ces 3 plateformes forme ce que nous appelons Open Edition. C'est un écosystème en fait d'informations scientifiques, de circulation de l'information et de publication pour les SHS. Et ce sont des plateformes seulement pour le paysage académique français? Non, alors comme vous le voyez, les institutions qui nous soutiennent, l'école des études, 2 universités, que sont l'Université de Provence, l'Université d'Avignon, le CNRS en France, donc sont des institutions françaises. Et pendant très longtemps, effectivement, ces plateformes étaient destinées premièrement, tout d'abord, pour les communautés en France. Mais depuis un peu plus d'1 an maintenant, nous commençons à nous internationaliser et nous mettons beaucoup d'énergie à essayer de construire un acteur ou un environnement que j'appellerais plutôt qu'international, que j'essaierais d'appeler plutôt transnational. Je peux expliquer en quelques mots pourquoi on essaye de faire ça? Oui, ça vous va? Ça vous va. Ok. L'idée, si vous voulez, c'est que quand vous regardez la manière dont les chercheurs, dans toutes les disciplines des SHS, travaillent aujourd'hui, évidemment, ils sont inscrits dans un paysage national, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits dans leur institution, ils sont affiliés à leur institution et donc dans un paysage national. Mais en réalité, ils sont aussi inscrits dans des réseaux qui sont transnationaux, des réseaux de chercheurs qui travaillent sur le même sujet qu'eux, sur les mêmes objets qu'eux, dans tous les pays du monde. Et nous trouvons, et donc ces chercheurs, très naturellement, y compris en SHS, travaillent avec des collègues qui sont dans tous les pays du monde. Et donc, ce que nous essayons de faire, si vous voulez, c'est de créer un espace éditorial dont la configuration répond à cette dimension transnationale. Et donc, une des choses qui nous enthousiasme le plus et sur lequel nous insistons le plus en ce moment, c'est de donner la capacité à ces réseaux transnationaux de chercheurs, qui peuvent être des sociétés savantes européennes, par exemple, ou des réseaux vraiment internationaux portant sur des sous-disciplines ou des objets de recherche bien particuliers. Nous essayons de leur donner la possibilité, par exemple, de créer de nouvelles revues purement électroniques. Souvent, ils ne veulent plus du papier parce que ça implique trop de contraintes. Donc purement électronique, qui bénéficie de toutes les avancées des technologies multimédia, comme la capacité d'insérer des vidéos, de développer de nouvelles formes de communication. Et évidemment, ces nouvelles revues doivent être transnationales. Et elles le sont, avec des comités de rédaction qui sont implantés dans tous les pays, avec bien souvent, et la question linguistique est très importante, parce que bien souvent, ces revues se mettent, et de plus en plus, à publier des articles en français, mais aussi en anglais, dans la même revue, mais aussi en allemand, mais aussi en espagnol, en portugais, dans d'autres langues. Donc là, il y a une dimension qui est vraiment très très intéressante et qui permet aussi de sortir un peu des problématiques un peu anciennes, on va dire, de domination de l'anglais par rapport à d'autres langues. En France en particulier, il y a cette idée que le français doit résister à l'anglais. Nous pensons que le français doit résister à l'anglais, mais plutôt au sein d'un environnement où toutes les langues doivent résister à l'anglais et toutes les langues doivent être partie prenante et présentes sur ces plateformes. Et c'est pour ça que nous essayons de nous internationaliser. Alors pour les revues, comme je vous l'ai dit, pour les livres aussi, mais aussi pour les blogs, évidemment pour les événements scientifiques. Il y a je vais essayer de parler des hot topics, c'est-à-dire des 2 choses, parce qu'on pourrait en déplier plein, mais je vais en choisir 2 simplement. Le premier sujet vraiment très important, c'est qu'aujourd'hui il y a une séparation très forte entre une activité de publication revue par les pairs dans des formes de communication très traditionnelles, comme les journaux, les revues à comité de lecture ou les livres d'un côté, et puis des pratiques de communication beaucoup plus informelles que les chercheurs sont en train de développer à travers le web, en utilisant les plateformes de signés partagés, en utilisant les blogs, en utilisant les commentaires, en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant le micro-blogging, voilà, donc tout ce que vous connaissez. Et aujourd'hui, il y a une opposition très très forte entre ces 2 formes de communication.
Donc à mon avis, le sujet de recherche et le sujet sur lequel il va falloir qu'on avance et que toute la communauté avance dans les années à venir, c'est comment on fait interagir ces deux formes de communication mieux. Et par exemple, le CHNM, le Center for History and New Media à l'Université George Mason à Washington, avec son projet Press Forward, dont vous avez dû entendre parler j'imagine, travaille sur cette zone grise, c'est-à-dire cet entre-deux de la littérature. Et ça, c'est très très intéressant. Ça, c'est une première chose. Et c'est ce que nous essayons de faire aussi avec la plateforme Hypothèse, d'un côté, Revue PowerOak de l'autre, et cet environnement Open Edition. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose qui me semble très intéressante, en particulier pour les sciences humaines, c'est comment... Vous avez le mouvement des Digital Humanities qui s'est développé maintenant depuis pas mal de temps. Ce mouvement des Digital Humanities, il s'est développé essentiellement sur des problématiques de numérisation des sources primaires, des matériaux primaires de la recherche, et de mise en ligne, de mise à disposition, en open access souvent d'ailleurs, de ces sources et de ces corpus, d'un côté. Et puis de l'autre, vous avez le passage progressif de la publication académique traditionnelle, les revues et les livres, du papier, de l'imprimé, vers l'électronique aussi, avec des revues électroniques. Maintenant, le sujet qui va être vraiment intéressant, c'est comment est-ce qu'on va faire pour relier l'un à l'autre. Et comment est-ce qu'on va faire pour embedder, comme on dit en anglais, pour incruster à l'intérieur des articles qui sont publiés en libre accès, par exemple, sur le net, sur Internet, dans des revues, des représentations, des visualisations de matériaux primaires qui servent évidemment à la démonstration scientifique de l'article, ces matériaux primaires étant eux-mêmes ou bien numérisés ou bien nativement numériques. Et donc là, c'est toute la question de l'embedding, de la relation entre open access et open data qui se pose, mais aussi la question de la citabilité, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour citer, quel est l'objet. Il y a tout un tas de problèmes techniques et épistémologiques qui s'opposent à ce genre de liés à ce genre de développement, si vous voulez.